Soudain, des parents éloignés se sont souvenus de moi, et ma mère a intenté un procès. Il est difficile de décrire ce que l'on ressent en grandissant en se sentant comme un intrus dans sa propre maison. Je suppose que tout a commencé quand j'avais 14 ans, l'année où ma mère, Kate, a épousé Tom. À l'époque, c'était juste elle et moi contre le monde. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Après que mon père nous a quittés quand j'étais petit, nous étions tous les deux seuls contre tout. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous nous en sortions. Elle me disait toujours que j'étais la seule chose qui comptait, son roc, la raison pour laquelle elle continuait d'avancer. Je n'aurais jamais pensé voir cela changer si vite. Quand elle a rencontré Tom, c'était comme si j'avais cessé d'exister. Tom était riche, avait réussi sa carrière, et il avait son propre fils, Alex. Maman s'illuminait en sa présence, peut-être parce qu'il semblait être la solution à tous nos problèmes. Et au début, j'ai essayé de voir le bon côté des choses aussi. Je veux dire, Tom avait une grande maison, bien mieux que les appartements dans lesquels nous avions vécu. Il emmenait ma mère à des rendez-vous, lui achetait des cadeaux et payait même certaines choses dont elle avait besoin. Pendant un instant, je me suis dit, peut-être que c'est une bonne chose. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point j'avais sous-estimé la situation. Emménager dans la maison de Tom ressemblait moins à trouver un nouveau foyer qu'à entrer en territoire ennemi. J'ai vite réalisé que j'étais un étranger, un invité qui restait plus longtemps que prévu. La maison elle-même était magnifique, une grande cour, beaucoup d'espace, des pièces qui semblaient ne jamais être utilisées. Mais chaque centimètre semblait appartenir à Tom et Alex, pas à moi. Je suppose que j'aurais dû le voir venir quand Tom a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas que je redécore ma chambre. Ma mère a minimisé la chose en disant « Oh, c'est juste qu'il est particulier. Il aime que les choses soient faites d'une certaine manière. » Il est devenu clair que Tom n'aimait pas les choses à ma façon. Au début, Tom était poli, mais distant. Il n'a jamais essayé d'engager la conversation. Et s'il me parlait, c'était toujours sur un ton plat et sans émotion. Pas de « Comment s'est passée ta journée » ou « Comment ça va à l'école ?» Juste « Ne laisse pas tes chaussures dans le couloir » ou « Assure-toi d'éteindre les lumières ». Je ne pense pas qu'il m'ait jamais vu autrement que comme le fils de Kate. Il ne me traitait pas comme si je faisais partie de la famille. Et quand je demandais à ma mère pourquoi il agissait ainsi, elle soupirait simplement et me disait qu'il avait besoin de temps pour s'adapter. C'est nouveau pour lui aussi, Ben, disait-elle, comme si ce n'était pas moi qui avais dû changer toute ma vie. Puis il y avait Alex, le fils de Tom, qui n'avait qu'1 an de moins que moi. Dès le début, il était tout ce que son père voulait, intelligent, athlétique, populaire, le genre de garçon qui semblait s'entendre avec tout le monde. Les gens aimaient toujours Alex, et je pouvais comprendre pourquoi. Il était charmant et sûr de lui, le genre de gars qui organisait des fêtes au lycée et devant qui tout le monde faisait la queue pour entrer. Pendant ce temps, j'étais maladroit, silencieux, peut-être un peu trop amateur de jeux vidéo et de bandes dessinées. Nous n'aurions pas pu être plus différents, et cette différence était douloureusement évidente chaque fois que nous étions dans la même pièce. Alex avait ses propres amis, et j'avais les miens. Mais peu à peu, il a commencé à monter mes amis contre moi. Il faisait des allusions subtiles, des commentaires qui semblaient inoffensifs en surface, mais qui vous touchaient profondément. Des choses comme « Ben est un peu solitaire, non ?» ou « Je ne sais pas pourquoi vous voudriez passer autant de temps avec lui. » Très vite, mes amis ont cessé de venir. Je les entendais rire et plaisanter avec Alex pendant que j'étais assis seul dans ma chambre, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Avec le temps, Alex a commencé à me faire des commentaires sarcastiques en face, généralement quand personne d'autre n'était là. Il riait et disait des choses comme « Tu sais, papa ne voulait même pas que vous soyez ici » ou « Tu as de la chance que mon père est un faible pour les cas de charité. » J'ai essayé de l'ignorer, mais au fond, ces mots me blessaient. Je savais qu'il ne faisait que dire ce que son père pensait probablement mais n'osait jamais dire à voix haute. La réponse de maman à tout cela ? Le déni. Elle était trop absorbée par sa nouvelle vie avec Tom pour remarquer ce qui m'arrivait. J'ai essayé de lui raconter comment Tom m'ignorait ou comment Alex montait les gens contre moi, et elle minimisait simplement la chose. Ben, ne sois pas si sensible. Ils sont juste en train de s'adapter. S'adapter, disait-elle, comme si cela arrangeait tout.
Elle se mettait sur la défensive chaque fois que je disais quelque chose de négatif sur Tom ou Alex, presque comme s'il était plus important de les protéger que de défendre son propre fils. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de lui parler. Chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression de parler à un mur. Elle me donnait la même réponse éculée, que je devais leur donner du temps, que les choses s'amélioreraient. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, les choses ont empiré. Tom était strict, avec un ensemble de règles pour tout. Et il semblait que ces règles ne s'appliquaient qu'à moi. Je ne pouvais pas laisser de vaisselle dans l'évier. Je ne pouvais pas utiliser la télévision après 22 heures. Je devais garder ma chambre impeccable. Mais Alex? Il pouvait faire ce qu'il voulait. Tom l'excusait en disant, « Les garçons restent des garçons », comme si je n'étais pas aussi l'un de ces garçons. J'avais l'impression qu'il me surveillait constamment, attendant que je fasse une erreur pour pouvoir me rappeler que c'était sa maison, que je n'étais qu'un invité. Je me souviens d'un soir où j'ai accidentellement laissé mon sac à dos dans le salon. J'étais épuisée, j'avais un énorme projet à rendre le lendemain, et j'ai tout simplement oublié. Tom l'a trouvé avant moi et me l'a apporté avec un regard comme si je l'avais insulté. « Ben, dit-il d'une voix froide, dans cette maison, on ne laisse pas traîner nos affaires. Si tu ne peux pas suivre les règles, tu devrais peut-être envisager de trouver un autre endroit où vivre. » C'était une gifle en plein visage. J'avais à peine 16 ans et il parlait déjà comme s'il voulait que je parte. À l'école, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. L'influence d'Alex s'était étendue. Ce n'était plus seulement mes amis qui m'ignoraient, c'était tout le monde. Les professeurs, les camarades de classe, même les gens qui ne me connaissaient pas semblaient me regarder comme si je n'existais pas. Des rumeurs ont commencé à circuler sur moi, que j'étais antisociale, que j'avais une vie de famille étrange. Il ne fallait pas être un génie pour deviner d'où venaient ces rumeurs. Alex avait une façon de tout retourner pour qu'il paraisse être la victime et moi le problème. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps seule, me cachant dans ma chambre chaque fois que j'étais à la maison, évitant Tom et Alex à tout prix. Mes notes ont chuté, non pas que quelqu'un les remarquait. Je me suis dit que si personne d'autre ne s'en souciait, pourquoi devrais-je m'en soucier? Je me sentais piégée, comme si peu importe où j'allais, je n'allais jamais échapper à ce sentiment de ne pas être désirée, d'être dans un endroit où je n'appartenais pas. Le seul vrai soutien que j'avais venait de mon meilleur ami, Ethan. Il me connaissait depuis avant tout ça, depuis l'époque où c'était juste ma mère et moi contre le monde. Il savait ce que je traversais, il comprenait l'isolement que je ressentais. Parfois, nous traînions ensemble après l'école et je me confiais surtout, des règles de Tom au harcèlement d'Alex. Il écoutait, hochait la tête et me disait que je devais juste tenir encore quelques années jusqu'à ce que nous puissions quitter cette ville, recommencer ailleurs. C'était une pensée réconfortante, mais ça ne rendait pas le quotidien plus facile. Un soir, Ethan et moi discutions, et il m'a demandé quelque chose qui est resté gravé en moi. « Ben, a-t-il dit, as-tu déjà essayé de les affronter? De leur dire ce que tu penses vraiment ?» J'ai ri, en disant qu'il n'y avait aucune chance que cela fasse une différence. Mais l'idée m'est restée. Une partie de moi se demandait ce qui se passerait si je déballais tout, si je disais à Tom et Alex exactement ce que je pensais d'eux. Mais l'idée de les affronter, d'aggraver encore les choses, était terrifiante. Je n'avais pas le courage. Et je savais que ma mère ne me soutiendrait pas. Elle les choisirait eux plutôt que moi en un clin d'œil. C'était évident. Au fil des ans, j'ai cessé d'essayer de faire partie de la famille. J'ai accepté que j'étais un étranger, que ce n'était pas ma maison. Je me suis concentrée sur le fait de passer chaque journée, en gardant la tête basse, en attendant le jour où je pourrais partir et ne jamais regarder en arrière. Mais la cicatrice de ces années est restée avec moi. Même maintenant, je peux encore entendre la voix de Tom dans ma tête, me rappelant que ce n'était pas ma place, que je n'appartenais pas ici. Avec le recul, j'aurais aimé me défendre davantage, me battre au lieu de simplement subir. Mais quand on est un enfant et qu'on est entouré de gens qui vous font sentir petit, il est difficile de trouver la force de se battre. Tout ce que je pouvais faire, c'était survivre. Et parfois, cela semblait suffisant. Si je pensais que les choses allaient mal avant, je n'avais aucune idée à quel point elles pouvaient empirer.
Vivre dans la maison de Tom me donnait déjà l'impression de ne pas y avoir ma place, mais quand mon demi-frère, Liam, est né, c'était comme si j'avais complètement disparu. Du jour au lendemain, je suis devenue un fantôme dans ma propre maison. Tom et maman étaient tellement absorbés par leur nouvelle famille, parfaite, que j'étais à peine une considération de dernière minute. Il est difficile de décrire le sentiment de voir tous ceux avec qui vous vivez avancer sans vous. Je me réveillais au son des pleurs de Liam au milieu de la nuit, ce qui semblait être un rappel constant qu'il était le centre de leur monde maintenant. Tom se précipitait pour s'occuper de lui, et maman le suivait, avec de doux sourires et des regards d'adoration. Quand elle regardait Liam, tout son visage s'illuminait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais regardé comme ça après l'arrivée de Tom. Avec l'arrivée de Liam, c'était comme si chaque petite irritation que Tom avait envers moi avait été décuplée. Si je laissais un verre dans l'évier, il me grondait pour ne pas respecter l'espace, car maintenant nous devions garder les choses propres pour le bébé. Si je voulais regarder la télévision, je devais maintenir le volume pratiquement en sourdine car Liam avait besoin de se reposer. Tout ce que je faisais devenait d'une manière ou d'une autre une nuisance pour Tom. Et ma mère ? Elle trouvait des excuses, disant qu'il s'adaptait juste à avoir un nouveau-né, mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Je dérangeais, tout simplement. Un soir, environ un mois après la naissance de Liam, je dînais seule à la table de la cuisine pendant que Tom et maman étaient dans le salon avec Liam. Je pouvais les entendre rire et parler, roucoulant à chaque petit son qu'ils faisaient. C'était comme une scène de film d'une famille heureuse, sauf que je la regardais de l'extérieur. Au milieu du repas, Alex est entré tranquillement dans la cuisine et s'est assis en face de moi, un sourire suffisant sur le visage. « Tu sais, » a-t-il dit, presque nonchalamment, comme s'il commentait la météo, « ils sont beaucoup plus heureux sans toi dans les parages. » J'ai essayé de l'ignorer, en me concentrant sur mon repas, mais il s'est penché plus près, baissant la voix à un murmure. « Accepte-le, Ben, tu n'es que la pièce rapportée. » Ça, c'était un coup bas. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire que c'était juste Alex qui était Alex, mais ces mots sont restés avec moi. Dans mon cœur, je savais qu'il ne faisait que dire ce que tout le monde pensait mais n'osait pas dire à voix haute. Au fil des semaines, les choses ont empiré. Chaque petite chose que je faisais semblait irriter Tom, et Alex saisissait chaque occasion pour me faire sentir encore plus petit. Chaque fois que maman et Tom avaient des amis ou de la famille pour rencontrer Liam, je me sentais comme l'invité invisible, l'enfant que personne ne se souvenait d'inclure dans les photos de famille. Il passait Liam d'un bras à l'autre, le dorlotant comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, pendant que je m'asseyais maladroitement à l'arrière-plan, faisant semblant que tout allait bien. L'une des pires soirées a été lorsqu'ils ont organisé un grand dîner de famille pour célébrer les premiers mois de Liam. La maison était pleine de parents que je connaissais à peine, tous s'extasiant sur le nouvel ajout à la famille. J'étais à table, essayant de me faire le plus petit possible, quand la sœur de Tom, Suzanne, s'est penchée et a demandé « Oh, Kate, qui est-ce ?» comme si j'étais un étranger qui était entré de la rue. « Oh, c'est Ben », a répondu ma mère, d'un ton presque dédaigneux. « C'est mon fils, d'avant. » D'avant, comme si je faisais partie d'une autre vie dont elle se souvenait à peine. Tom n'a même pas essayé de me présenter, et Suzanne m'a adressé un sourire gêné avant de recentrer son attention sur Liam. J'ai passé le reste du dîner à essayer de garder la tête basse, mais Alex ne lâchait pas l'affaire. Sous la table, il me donnait des coups de pied, chuchotant des insultes chaque fois qu'il le pouvait. Des choses comme « personne ne te remarque » ou « tu es une honte ». Je voulais crier, lui hurler dessus, mais je savais que si je le faisais, je serais juste l'enfant à problème qui fait une scène. Alors j'ai tout gardé pour moi, ravalant chaque insulte jusqu'à ce que j'ai l'impression que j'allais exploser. Les choses ont atteint un point critique quelques semaines plus tard. Je passais une mauvaise journée à l'école, j'avais un grand projet à rendre, le professeur m'avait interpellé pour ne pas avoir prêté attention, et certains gars de l'équipe de basket s'en prenaient à moi. Quand je suis enfin rentrée à la maison, tout ce que je voulais, c'était une soirée tranquille pour moi. Mais quand je suis entrée dans la cuisine, Alex était là, appuyé sur le comptoir avec ce regard suffisant sur son visage. Et, Ben, s'est-il moqué. J'ai entendu dire que tu avais eu une mauvaise journée. C'est logique. Tu n'es pas fait pour grand-chose, n'est-ce pas? J'ai serré les poings,
essayant de contenir ma colère. Laisse-moi tranquille, Alex. Mais il n'avait pas fini. Tu sais, Liam va être 100 fois meilleur que toi. Au moins, papa veut de lui. C'en était trop. J'ai craqué. Je l'ai poussé plus fort que je ne le voulais, et il a basculé en arrière, heurtant le comptoir. En un instant, Tom est entré comme une furie, le visage rouge de colère. Il n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Il a simplement supposé le pire. « Qu'est-ce que tu fiches, Ben » a-t-il crié. « Tu te mets sérieusement à te battre maintenant, dans cette maison ?» J'ai essayé d'expliquer, d'essayer de lui dire ce qu'Alex avait dit, mais il n'a rien voulu entendre. « Je me fiche de tes excuses » a-t-il lâché. « Tu ne peux pas traiter les gens comme ça ici. Il est peut-être temps que tu apprennes un peu de respect. » Maman est entrée juste au moment où il me sermonnait, un mélange de déception et de frustration sur le visage. Elle ne m'a même pas regardé. Elle s'est juste rangée du côté de Tom, comme toujours. « Ben, tu dois t'excuser » dit-elle d'une voix lasse. « Ce comportement n'est pas acceptable. » Je voulais hurler. Je voulais lui dire à quel point tout était injuste, comment il m'avait mis de côté, comment Alex était celui qui me rendait la vie impossible tous les jours. Mais en regardant leur visage, je savais que ça n'aurait aucune importance. À leurs yeux, j'étais le problème. Après cette nuit-là, les choses ont été encore pires. Je me sentais comme un étranger dans ma propre peau, marchant sur la pointe des pieds dans la maison, essayant d'éviter Tom, Alex, et même ma propre mère. Je passais tout le temps que je pouvais hors de la maison, chez Ethan ou me cachant à la bibliothèque, n'importe quoi pour éviter de retourner dans cette maison où je n'étais rien de plus qu'une nuisance. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de me faire remarquer. Je rentrais à la maison, j'allais directement dans ma chambre et j'y restais jusqu'à ce que je doive retourner à l'école. Parfois, je les entendais rire et parler en bas, jouer avec Liam ou faire des projets pour le week-end, et à chaque fois, c'était comme un couteau qui se tordait dans ma poitrine. Je savais qu'ils ne voulaient pas de moi, que j'étais juste un vestige d'une vie que ma mère avait dépassée. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé que ma chambre avait été réorganisée. Tom avait déplacé certaines de mes affaires pour faire de la place pour un berceau, décidant apparemment que ma chambre était un endroit pratique pour les siestes de Liam. Ma propre chambre n'était même plus la mienne. C'était juste une autre partie de leur maison. Cette nuit-là, je me suis finalement effondrée. J'ai appelé Ethan, la voix à peine contenue alors que je lui racontais tout. Il a écouté, comme il le faisait toujours, et m'a dit que je méritais mieux, que je ne devrais pas avoir à vivre comme ça. Mais je savais que je n'avais pas le choix. J'étais piégée, entre une famille qui ne voulait pas de moi et une vie que je sentais m'échapper. Je me souviens m'être assis dans le noir cette nuit-là, regardant les murs d'une pièce que je ne sentais plus comme la mienne, me demandant combien de temps encore je pourrais continuer. Avoir 18 ans était quelque chose que j'attendais depuis des années. Alors que la plupart de mes amis planifiaient des fêtes de fin d'études et décidaient dans quelle université ils iraient, j'avais un objectif clair, partir. J'avais passé assez de temps à me sentir comme un étranger dans ma propre famille, constamment rappelé par Tom, Alex et même maman que je n'y avais pas ma place. Déménager était ma seule issue, la seule façon d'avoir enfin le contrôle de ma vie. J'ai commencé à travailler dès que j'ai eu l'âge légal. J'ai trouvé un emploi dans une épicerie locale, emballant des produits et réapprovisionnant les étagères. Ce n'était pas un travail glamour, et le salaire était bas, mais c'était quelque chose. J'économisais chaque dollar que je pouvais, ne dépensant de l'argent que pour les choses dont j'avais absolument besoin. Mes amis sortaient après l'école, pour des hamburgers ou au cinéma, mais j'avais toujours une excuse. J'économise pour quelque chose de grand, disais-je avec un sourire, sans jamais leur dire ce qu'était cette grande chose. Ils pensaient que j'économisais pour une voiture, ou peut-être pour l'université. Mais la vérité était que j'économisais pour ma liberté. Travailler me tenait occupé, me donnait une excuse pour être hors de la maison. Et avec le temps, j'ai commencé à accepter des quarts de travail supplémentaires. Le gérant, Jason, était un peu dur, mais il respectait mon éthique de travail. Nous ne parlions pas beaucoup au début. C'était un de ces types pragmatiques qui donnait des ordres et s'attendait à ce que les choses soient faites à sa manière. Mais un soir, après la fermeture du magasin,
je suis resté tard pour nettoyer un gros dégât dans l'allée 6, où quelqu'un avait renversé un présentoir de sauce tomate. Alors que je nettoyais les éclaboussures de sauce, Jason s'est approché, m'a observé un moment, puis a hoché la tête. « Tu es un travailleur acharné, Ben », a-t-il dit, me surprenant. La plupart des jeunes de ton âge auraient laissé ça pour l'équipe du matin. J'ai haussé les épaules. J'essaie juste de faire du bon travail. À partir de ce jour, Jason a commencé à me donner plus de responsabilités. Parfois, il me laissait travailler à la caisse, et finalement, il m'a même fait confiance pour fermer le magasin le soir. Chaque responsabilité supplémentaire s'accompagnait d'un peu plus de salaire, ce qui me rapprochait un peu plus de mon objectif. Pendant ce temps, à la maison, les choses étaient aussi tendues que jamais. Tom avait commencé à faire plus de commentaires sur mon avenir, disant que j'avais besoin d'un plan. Il s'asseyait avec Alex, parlant des universités auxquelles il devrait postuler, des bourses sportives qu'il pourrait obtenir. Pendant ce temps, il me regardait à peine. Quand il me parlait, c'était seulement pour me faire la leçon sur mes notes ou pour me demander pourquoi je n'avais postulé à aucune université. « Tu as 18 ans, Ben », dit-il un soir, debout à la porte de ma chambre. « Tu dois penser à ce que tu vas faire de ta vie. Tu comptes emballer des courses pour toujours ?» J'ai réprimé l'envie de lui répondre sèchement, me forçant à rester calme. « J'y travaille », ai-je simplement dit. « Eh bien, j'espère que oui », répondit-il, d'un ton dédaigneux. « Je ne compte pas t'entretenir pour toujours. » C'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'avais économisé pendant 2 ans, et même si je n'avais pas assez pour vivre dans le luxe, j'avais assez pour couvrir une caution et quelques mois de loyer dans un appartement bon marché. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision, je déménagerai le lendemain. J'ai pris ma mère à part. J'ai pu voir la surprise dans ses yeux quand je lui ai annoncé mon plan. Je m'attendais à ce qu'elle essaie de m'en dissuader, mais elle a simplement soupiré, l'air plus fatigué qu'autre chose. « Ben, es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» a-t-elle demandé à voix basse. « J'en suis sûre, maman. J'ai besoin de faire ça pour moi. Je ne peux plus vivre ici, à me sentir comme si je n'avais pas ma place. » Elle a baissé les yeux, se mordant la lèvre, mais a finalement hoché la tête. « Si c'est ce que tu veux, je suppose que je ne peux pas t'en empêcher. » Le dire à Tom, par contre, a été un cauchemar. J'ai attendu que tout le monde soit à la maison, espérant que ce serait rapide et direct. J'ai expliqué que j'avais assez économisé, que j'étais prêt à être seul. Le visage de Tom est devenu rouge immédiatement. « Tu penses que tu vas sortir d'ici et que tout sera facile ?» a-t-il lâché. « La vie ne fonctionne pas comme ça, Ben. Tu vas échouer. » J'ai serré les poings, résistant à l'envie de lui crier dessus. Peut-être. Mais c'est ma décision. Alex, assis sur le canapé, avait l'air suffisant. Bonne chance, mec. Tu en auras besoin. Même pendant que je faisais mes cartons, Tom a continué sa tirade, disant que je faisais une erreur, que j'étais égoïste. Maman a essayé de le calmer, mais je pouvais aussi voir la déception dans ses yeux. Ça m'a fait mal, mais je me suis rappelé que je ne faisais pas ça pour eux. Je le faisais pour moi. Finalement, avec mes quelques cartons emballés à l'arrière de la voiture de mon ami Ethan, je suis parti. La dernière chose que j'ai vue en sortant de l'allée, c'est maman debout sur le pas de la porte, les bras croisés, me regardant partir. Je voulais croire qu'elle était triste de me voir partir, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était soulagée. Ma première nuit dans mon nouvel appartement a été l'une des meilleures nuits de ma vie. L'endroit était petit, à peine assez grand pour un lit simple et une commode, avec une petite cuisine qui semblait n'avoir pas été rénovée depuis les années 80. Mais c'était à moi. Sans Tom. Sans Alex. Sans le sentiment d'être un intrus dans la maison de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Ethan m'a aidé à emménager, et nous avons célébré en commandant une pizza bon marché et en nous asseyant par terre, à parler de l'avenir. Il prévoyait d'aller à l'université communautaire voisine, donc nous nous verrions encore souvent. Je lui ai parlé de mes projets de continuer à travailler, peut-être de retourner aux études une fois que j'aurai assez économisé. Pendant les mois suivants, je me suis adapté à une routine. Je travaillais de longues heures,
acceptant tous les quarts de travail supplémentaires que je pouvais obtenir, et peu à peu, j'ai commencé à faire de l'appartement un chez moi. J'ai acheté un canapé d'occasion dans une friperie, j'ai trouvé de vieilles affiches à mettre sur les murs et j'ai même acheté quelques plantes d'intérieur. Je rentrais à la maison le soir, épuisé mais satisfait, sachant que tout ce que j'avais, je l'avais gagné moi-même. Un jour, j'ai reçu un SMS de maman, me demandant si je voulais venir dîner ce week-end. Je ne l'avais pas vue depuis mon déménagement, et une partie de moi était curieuse. Elle me manquait, malgré tout. Quand je suis arrivée, elle m'a accueillie avec une étreinte, un peu gênée, comme si elle n'était pas sûre que je la repousserais. Le dîner a été tendu, Tom faisant des commentaires passifs-agressifs sur mon style de vie indépendant, et Alex reconnaissant à peine ma présence. Maman a essayé de garder les choses légères, me posant des questions sur mon travail, mais il était clair que Tom n'était pas content de m'avoir là. Après le dîner, alors que je me préparais à partir, maman m'a pris à part. Ben, a-t-elle dit, tu sais que tu es toujours le bienvenu si les choses deviennent difficiles. J'ai secoué la tête. Merci, maman, mais ça va. Je suis mieux comme ça. En partant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un étrange sentiment de clôture. Les années à me sentir piégée, à me sentir comme un étranger, étaient enfin derrière moi. J'avais mon propre endroit, ma propre vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je suppose qu'une partie de moi a toujours su que j'étais un étranger dans cette famille, mais découvrir le testament de Tom a été le dernier clou dans le cercueil. À ce moment-là, je vivais seule depuis plus d'1 an. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne, et je m'en sortais. J'avais réussi à économiser un peu, j'avais commencé à suivre quelques cours à l'université communautaire et je me sentais bien. Je construisais lentement une vie dont je pouvais être fière, loin des jugements constants et des regards froids qui étaient autrefois ma réalité quotidienne. Un jour, j'ai reçu un appel de maman. Elle m'a demandé si je voulais venir déjeuner ce week-end. Elle n'a pas dit grand-chose, mais sa voix avait un ton étrange, nerveuse, peut-être, comme si elle cachait quelque chose. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Je n'étais pas beaucoup retournée à la maison depuis mon départ. J'y allais pour une fête occasionnelle ou l'anniversaire de maman, mais c'était toujours gênant. Tom restait assis là, les bras croisés, m'ignorant à peine, tandis qu'Alex faisait des commentaires sarcastiques, comme au bon vieux temps. Même si j'étais partie, même si j'avais construit ma propre vie, être près d'eux ramenait tous les horribles souvenirs. Quand je suis arrivée ce samedi-là, maman m'a accueillie à la porte, me serrant fort dans ses bras. C'était étrange, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui échappait déjà. À l'intérieur, tout était comme je m'en souvenais, trop parfait, trop impeccable, comme une maison mise en scène pour une annonce immobilière plutôt qu'un endroit où des gens vivaient réellement. Tom était assis dans le salon, levant à peine les yeux quand je suis entrée. Alex était affalé sur le canapé, un sourire suffisant sur le visage. Liam, maintenant un jeune garçon turbulent, courait avec un camion jouet, heureusement inconscient de toute tension. Après quelques minutes de conversation banale, Tom s'est éclairci la gorge, me regardant pour la première fois depuis mon arrivée. Ben, commença-t-il, avec ce ton froid et sans émotion que j'avais entendu 1000 fois auparavant, il y a quelque chose que nous devons discuter en famille. Le mot « famille » m'a fait mal, étant donné que je ne m'étais jamais vraiment senti faire partie de la sienne. Je me suis préparée, hochant la tête pour qu'il continue. J'ai récemment mis à jour mon testament, a poursuivi Tom, faisant une pause pour échanger un regard avec maman. Elle a baissé les yeux, évitant les miens, et j'ai senti un vide dans mon estomac. Je veux être transparent avec tout le monde sur mes décisions, afin qu'il n'y ait pas de surprise à l'avenir. Je pouvais sentir les yeux d'Alex sur moi, brillant pratiquement de satisfaction. Une partie de moi voulait se lever et partir, mais je suis restée, retenant mon souffle pendant que Tom continuait. En cas de mon décès, mes biens seront partagés équitablement entre Alex et Liam, dit-il, d'un ton désinvolte, presque professionnel. Je me suis assurée qu'ils soient pris en charge, que leur avenir soit assuré. Il fit une pause, me regardant avec une expression vide. Aucune explication. Aucune excuse. Juste une déclaration de fait. J'ai senti le poids de ces mots sur moi, chaque syllabe soulignant la réalité que j'avais eu raison depuis le début.
Je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais juste, là. Une affaire non classée. Une pensée tardive. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Je suis juste resté assis là, abasourdi, pendant que tout le monde me regardait, attendant une réaction. J'ai regardé maman, espérant un signe de désaccord, une reconnaissance de la douleur que cela causait. Mais elle est juste restée assise là, les yeux fixés sur le sol, sans rien dire. Finalement, j'ai retrouvé ma voix. Alors, tu m'exclus complètement, ai-je demandé, essayant de garder l'amertume hors de mon ton. Tom a haussé les épaules, imperturbable. Il ne s'agit pas de t'exclure, Ben. Il s'agit d'assurer un héritage pour mes enfants, Alex et Liam. Ils sont de mon sang. Tu as ta propre vie maintenant, ton propre avenir. J'ai confiance que tu trouveras ton propre chemin. Les mots ont semblé comme une gifle. Mon propre chemin. C'est tout ce que j'étais pour lui. Une affaire non classée dans sa vie autrement parfaite? J'avais toujours su qu'il ne me voyait pas comme son fils, mais l'entendre le dire comme ça, si nonchalamment, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis retournée vers maman, désespérée d'un quelconque réconfort, quelque chose qui prouverait qu'elle tenait encore à moi. Mais elle a simplement évité mon regard, bougeant mal à l'aise sur son siège. Tu sais, dis-je lentement, la voix tremblante, j'ai toujours su que je ne faisais pas partie de cette famille. Mais je n'aurais jamais pensé que tu le rendrais si évident. Alex a reniflé, un sourire suffisant sur le visage. Oh, allez, Ben. Ne fais pas le surpris. Ça allait toujours se passer comme ça. Papa fait juste ce qui est juste. J'ai serré les poings, essayant de contenir la rage qui montait en moi. Juste. Tu penses que c'est juste? Tom a soupiré, l'air irrité. Ben, ne transformons pas ça en spectacle. J'essaie d'être honnête avec toi, de te traiter comme un adulte. Tu es assez grand pour comprendre ces choses. L'héritage familial, la succession, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de responsabilité. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais passé des années à vivre sous son toit, à essayer de faire partie de cette famille, sacrifiant mon propre bonheur juste pour maintenir la paix. Et maintenant, il me disait que rien de tout cela n'avait d'importance parce que, à ses yeux, je n'avais jamais été de la famille en premier lieu. Sans dire un mot de plus, je me suis levée, le cœur battant la chamade. Tu sais quoi, Tom? Garde ton héritage. Je n'ai besoin de rien de ta part. Quand je me suis retournée pour partir, maman a finalement levé les yeux remplis d'un mélange de culpabilité et de tristesse. Ben, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Mais j'en avais fini. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer, de lui faire comprendre. J'en avais fini d'essayer de m'intégrer dans une famille qui n'avait jamais voulu de moi. Cette nuit-là, je suis retournée à mon appartement, me sentant plus seule que jamais. La colère et la douleur étaient écrasantes, mais sous tout cela, il y avait un étrange sentiment de soulagement. Je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à espérer quelque chose qui n'allait jamais arriver. Pendant les semaines suivantes, je me suis consacrée à mon travail, me concentrant sur ma propre vie et sur les personnes qui me soutenaient vraiment. Mon ami Ethan était là pour moi, comme toujours, me rappelant que la famille n'avait pas besoin d'être de sang. J'ai commencé à passer plus de temps avec des gens qui me faisaient sentir valorisée, qui me voyaient pour qui j'étais plutôt que d'où je venais. Aussi douloureux que cela ait été, découvrir le testament de Tom a été le coup de pouce dont j'avais besoin pour enfin laisser tomber. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur validation. J'avais mon propre chemin, mon propre avenir, et c'était suffisant. Au final, j'ai réalisé que la famille n'est pas une question de sang ou d'héritage. C'est une question d'amour, de soutien et de respect. Et si ma soi-disant famille ne pouvait pas me donner ça, alors ce n'était pas vraiment ma famille. J'étais au milieu d'un quart de travail épuisant à l'épicerie quand j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Le caissier m'a appelé, disant qu'il y avait un homme au téléphone qui me cherchait, quelque chose à propos d'une affaire de famille. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, perplexe, mais sans m'attendre à quoi que ce soit d'important.
Quand j'ai pris le téléphone, j'ai entendu une voix nette à l'autre bout qui s'est présentée comme Laurence Moore, un avocat d'un cabinet dont je n'avais jamais entendu parler. Monsieur Bennett, commença-t-il, parlant comme s'il annonçait une nouvelle à un PDG et non à un employé d'épicerie, je vous contacte au sujet de la succession de votre parente, Rose Bennett. J'ai cligné des yeux, complètement perdu. Rose Bennett. Le nom me semblait vaguement familier, comme quelque chose d'une histoire de famille que j'avais entendue à moitié il y a des années. Mais je n'arrivais pas à la situer. Et je ne pensais certainement pas qu'elle me contacterait, ou même qu'elle se souviendrait de mon existence. D'accord, balbutiai-je, toujours confus. Je suis désolé, mais je ne pense pas l'avoir vraiment connue. Laurence s'est éclairci la gorge, clairement préparée à cette réponse. Madame Rose Bennett était la cousine au 2e degré de votre père. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en Californie, assez recluse. Mais elle est décédée il y a quelques mois. Après une recherche exhaustive, vous avez été identifié comme son plus proche parent vivant. Mon esprit s'emballait, essayant de reconstituer le peu que je savais du côté paternel de ma famille. Papa était parti quand j'étais enfant, et je n'avais jamais beaucoup entendu parler de ses parents. L'idée que l'un d'eux pense même à moi, et encore moins me laisse quelque chose, semblait impossible. Mais je suis resté silencieux, le laissant continuer. En tant que son plus proche parent, vous êtes le principal bénéficiaire de sa succession, a déclaré Laurence, mesurant soigneusement son ton. Les actifs s'élèvent à environ 15 millions de dollars. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Venait-il de dire 15 millions de dollars ? Pendant une seconde, j'ai pensé que ça devait être une sorte de blague. Il était impossible que ce soit réel. Attendez, vous êtes sérieux ? Ai-je finalement réussi à dire, d'une voix à peine plus qu'un murmure. Très sérieux, monsieur Bennett. Nous avons traité toute la documentation nécessaire, et les fonds sont prêts à être transférés après votre approbation. Cependant, j'aimerais prendre rendez-vous pour que vous visitiez notre bureau afin que nous puissions discuter des détails en personne. Après avoir convenu d'une date pour nous rencontrer, j'ai raccroché, fixant le téléphone avec incrédulité. 15 millions de dollars. Ça ne semblait pas réel, pas même un peu. J'avais lutté pour joindre les deux bouts pendant si longtemps, travaillant tous les quarts de travail que je pouvais obtenir, réduisant les dépenses juste pour garder les lumières allumées. Et maintenant, de nulle part, on me remettait une fortune d'une femme dont j'avais à peine entendu parler. Quand je suis arrivé au bureau de Laurence quelques jours plus tard, j'avais toujours l'impression d'être dans une sorte de rêve. Le cabinet d'avocats était situé dans un élégant immeuble de verre au centre-ville, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je n'y avais pas ma place. Mais Laurence m'a salué avec une poignée de main ferme et m'a conduit dans une salle de conférence, où il m'a présenté toute la documentation. Il s'est avéré que Rose Bennett avait été une véritable excentrique. Elle avait hérité d'une fortune de sa propre famille, mais avait vécu une vie tranquille, évitant la plupart des gens et préférant la compagnie de ses livres et de ses jardins. Selon Laurence, elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfants et a passé ses dernières années tranquillement avec seulement quelques amis proches qui respectaient sa nature solitaire. Je crois que Madame Bennett vous a laissé cet héritage parce qu'elle appréciait l'indépendance et la résilience, a expliqué Laurence, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Elle nous a demandé de trouver un parent qui partageait ses qualités, et après une recherche considérable, nous vous avons trouvé. J'étais sans voix. Le fait que quelqu'un, et encore moins un parent que je n'avais jamais rencontré, pense à moi de cette manière était bouleversant. Mais à mesure que la réalité de la situation s'installait, une chose est devenue limpide, je n'allais pas parler de cela à ma famille. Après tout ce que j'avais traversé avec Tom, Alex et même maman, je savais exactement comment ils réagiraient s'ils l'apprenaient. Ils agiraient soudainement comme s'ils se souciaient de moi, comme s'ils avaient été là pour moi tout le temps. Tom essaierait probablement de me faire sentir coupable pour que je partage, et Alex ferait des commentaires sarcastiques jusqu'à ce que je cède. Et quant à maman, eh bien, je n'étais pas sûre de ce qu'elle dirait, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle s'attendrait d'une manière ou d'une autre à ce que j'utilise cette manne pour enfin prouver à Tom ce que je valais. Mais cela n'allait pas se produire. C'était à moi, quelque chose que personne d'autre ne pouvait m'enlever. La première chose que j'ai faite a été de démissionner de mon travail. J'avais hâte de dire à Jason, mon gérant, que je ne reviendrais pas.
Il a semblé surpris, probablement parce que j'avais toujours été si fiable, mais il m'a souhaité bonne chance, disant qu'il espérait que j'avais trouvé quelque chose de mieux. J'ai juste souri, sachant qu'il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Ensuite, j'ai commencé à faire des plans. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent. Je pouvais vivre où je voulais, voyager, retourner à l'école si je le voulais. Les possibilités étaient infinies, et c'était exaltant. Mais même si j'avais maintenant toute cette liberté, je ne voulais pas prendre de décision hâtive. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes, pour savoir exactement ce que je voulais pour ma vie. Pendant ce temps, j'ai commencé à investir en moi-même. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, un avec vue sur la ligne d'horizon de la ville, et j'ai acheté des meubles décents au lieu des meubles de récupération que j'utilisais depuis des années. Je me suis même offert une nouvelle garde-robe, remplaçant les vêtements d'occasion que je portais depuis le lycée par des vêtements qui m'allaient vraiment bien. Un soir, en regardant la ville depuis mon balcon, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. Personne ne me disait que je n'avais pas ma place ici, personne ne me rabaissait ou ne me faisait sentir petit. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. J'avais réussi à garder l'héritage secret pendant un certain temps, mais finalement, la nouvelle s'est répandue. Je ne sais pas comment ils l'ont appris. Peut-être qu'un de mes anciens collègues m'a vu en ville ou a remarqué les changements dans mon style de vie. Mais un jour, de nulle part, j'ai reçu un appel de maman. « Ben, dit-elle, d'une voix hésitante. J'ai entendu, j'ai entendu dire que tu avais reçu de l'argent récemment. » Mon estomac s'est noué. Je n'en avais parlé à personne, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle le savait. Oui, un peu, ai-je répondu avec prudence, ne voulant rien révéler. Oh, Ben, c'est merveilleux, s'exclama-t-elle, semblant soudain plus enthousiaste que je ne l'avais entendu depuis des années. Tom et moi parlions du fait qu'un peu d'aide avec certaines dépenses de la maison nous ferait du bien, tu sais comment c'est. J'ai serré la mâchoire, essayant de garder ma voix ferme. Maman, je ne pense pas être en mesure de... Oh, je sais, chérie, m'a-t-elle interrompu, son ton devenant mielleusement doux. Nous ne te le demanderions jamais si ce n'était pas important. Mais tu sais à quel point ça a été difficile pour nous avec tout ce qui se passe, et Liam a eu besoin de cours particuliers supplémentaires. Alex aussi, avec ses frais universitaires. C'était comme si elle était entrée directement dans un scénario, énumérant toutes les dépenses qu'ils avaient comme si elles étaient toutes d'une manière ou d'une autre ma responsabilité. D'après la façon dont elle parlait, c'était comme si elle s'attendait à ce que j'intervienne et que je me propose de tout couvrir, comme si j'étais une sorte de plan B. Maman, dis-je, l'interrompant. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider avec ça. Il y eut une pause, et je pouvais pratiquement sentir sa surprise à travers le téléphone. Ben, je ne comprends pas. Cette famille a toujours été là pour toi. J'en ai presque ri. Vraiment? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression d'avoir toujours été l'étranger. Elle a balbutié, essayant de trouver une réponse, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'avais enfin trouvé ma liberté, et je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans leur monde de manipulation et de culpabilité. Après cet appel, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'avais passé tellement de temps à sentir que je leur devais quelque chose, comme si je devais prouver ma valeur. Mais maintenant, je réalisais que je ne leur devais rien. Je pouvais enfin vivre ma vie selon mes propres termes, sans essayer constamment de répondre à leurs attentes. Dans les mois qui ont suivi, j'ai voyagé, j'ai vu des endroits dont je n'avais que rêvé et j'ai même lancé ma propre entreprise, une petite mais croissante entreprise technologique que j'avais toujours voulu créer. Je me suis entouré de personnes qui se souciaient vraiment de moi, qui me soutenaient sans aucune arrière-pensée. Quant à ma famille, j'ai gardé mes distances. J'avais passé assez de temps de ma vie à essayer de m'intégrer dans leur monde, et maintenant que j'avais construit le mien, je ne regardais pas en arrière. Au moment où ma famille a appris mon héritage, c'est comme s'ils avaient subi une transformation. Soudain, je n'étais plus l'étranger, le figurant. Maintenant, j'étais le ticket d'or, leur laisser passer pour une vie plus facile. C'était presque ridicule à quel point ils sont passés rapidement de m'ignorer à agir soudainement comme si j'étais la personne la plus importante de leur vie.
Cela a commencé par de petites allusions, de petits coups de coude de la part de maman lors de nos rares appels téléphoniques. Ben, c'est si merveilleux que tu aies été si béni, disait-elle, d'une voix qui suintait une douceur forcée. Tu sais, la maison a besoin de quelques réparations sérieuses. Le toit surtout, il fuit depuis des années. Le sous-entendu était clair, elle s'attendait à ce que je propose de payer les réparations. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Puis Tom s'est impliqué, me contactant lui-même, ce qu'il ne s'était pas donné la peine de faire depuis des années. Il a commencé par feindre un ton amical. L'éducation de Liam est incroyablement importante pour nous, comme tu le sais. Les coûts ne cessent d'augmenter, et nous détesterions qu'il manque des opportunités à cause des finances. Tom a essayé de faire croire qu'il me rendait un service, m'invitant à faire partie de l'avenir de Liam. Mais je n'étais pas dupe. Je savais exactement pourquoi il me contactait, et je savais que si nos rôles étaient inversés, il ne penserait même pas à m'aider. Puis il y a eu les parents plus éloignés, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, peut-être même une décennie ou plus. Des cousins au deuxième degré, des tantes et des oncles ont commencé à me contacter avec des politesses joyeuses et fausses, envoyant des messages comme « Salut Ben, ça fait si longtemps. On devrait se revoir. » Au fait, j'ai entendu l'incroyable nouvelle. Une cousine que je me souvenais à peine d'une réunion de famille quand j'avais 7 ans m'a contactée, disant qu'elle avait toujours pensé que nous étions proches. Elle est rapidement passée à me demander si je serais prêt à l'aider avec un petit prêt pour son entreprise, quelque chose que je savais que je serais intéressé à soutenir. Le niveau de droit était stupéfiant, et je ne savais pas si je devais rire ou crier. Au début, j'ai essayé de tout gérer poliment, en détournant la conversation et en gardant mes réponses brèves. Mais ils n'ont pas lâché prise. Maman appelait tous les quelques jours avec un nouveau besoin, urgent, à la maison. Tom m'a envoyé par email une ventilation détaillée du plan éducatif de Liam, comme s'il essayait de convaincre un investisseur. La goutte qui a fait déborder le vase a été quand il m'a envoyé un email de suivi avec pour objet « Ton devoir en tant que membre de cette famille ». J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce quand j'ai vu ça. Quand il est devenu évident que je n'allais pas céder à leurs demandes, les choses ont pris une tournure encore plus désagréable. Un soir, j'ai reçu une enveloppe d'aspect officiel par la poste. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats représentant ma mère et Tom, indiquant qu'ils cherchaient à obtenir une part de mon héritage au motif que les membres de la famille doivent être soutenus en cas de besoin. Ils me poursuivaient en justice, alléguant que j'avais une obligation morale de les entretenir. J'ai ressenti un mélange nauséeux de colère et d'incrédulité. Jusqu'où irait-il ? Les mêmes personnes qui m'avaient mis de côté, qui m'avaient fait sentir que je n'avais pas ma place, essayaient maintenant de me prendre la seule chose qui était vraiment à moi. C'était comme s'ils ne supportaient pas de me voir réussir par moi-même. Heureusement, j'avais Laurence, l'avocat qui s'était occupé de la succession de Rose. Quand je lui ai montré la plainte, il a à peine scié. Il a examiné la lettre attentivement, puis a levé les yeux avec un petit sourire. « Ben, ceci n'est qu'une tentative pour vous intimider. Ils n'ont aucune base légale. Laissez-moi m'en occuper. » Au cours des semaines suivantes, Laurence a démantelé leur dossier pièce par pièce. Il a rassemblé tous les documents, chaque bribe de preuve qui démontrait qu'il ne m'avait pas soutenu, que j'étais seule depuis des années. Il a même sorti des dossiers financiers qui montraient que j'étais autonome depuis mon déménagement, alors qu'il n'avait rien apporté à mon bien-être. Après avoir vu les preuves qu'il avait rassemblées, j'ai eu l'impression d'avoir un bouclier invisible qui me protégeait. Finalement, leur affaire a été rejetée presque immédiatement. Maman a appelé, pleurant et essayant de me faire sentir coupable, disant que je détruisais la famille. Elle m'a accusé d'être égoïste, de tourner le dos aux personnes qui t'ont élevé. Mais je suis restée ferme, ce que je n'avais jamais fait avec elle auparavant. Je n'ai pas détruit la famille, maman, ai-je dit à voix basse. C'est arrivé bien avant que je reçoive cet héritage. Après cela, les appels ont cessé. Tom a envoyé quelques SMS amers et en colère, mais je les ai ignorés. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix en sachant que je les avais enfin affrontés et que j'avais refusé d'être manipulée. C'était un soulagement, comme si j'avais tourné un chapitre de ma vie dans lequel j'étais piégée depuis des années. Maintenant que le drame avec ma famille était derrière moi,
j'ai décidé de me concentrer sur les personnes qui se souciaient vraiment de moi. Mon ami, Ethan, avait été là pour moi tout du long. Et au fil des ans, j'avais noué d'autres amitiés proches qui étaient devenues ma famille. Il y avait Jade, une amie farouchement loyale que j'avais rencontrée dans l'un de mes cours, et Marcus, un collègue qui m'avait montré ce qu'était le vrai soutien. C'étaient les personnes qui avaient été là pour moi sans rien attendre en retour, et je voulais investir mon temps et mon énergie dans ces relations. Réalisant que j'avais besoin d'aide pour traiter toute l'amertume, j'ai commencé à voir une thérapeute. Le docteur Carla était une femme chaleureuse et empathique qui a semblé me comprendre presque instantanément. Lors de notre première séance, je lui ai tout raconté, les années à me sentir comme un étranger, la manipulation de ma famille, la douleur d'être utilisé comme rien de plus qu'une bouée de sauvetage financière. Le docteur a écouté, hochant la tête pensivement, et quand j'ai eu fini, elle m'a regardé avec une gentillesse qui semblait sincère. Ben, il semble que vous ayez porté un lourd fardeau pendant très longtemps. Mais le fait que vous soyez ici, prêt à surmonter cela, témoigne d'une force incroyable. Elle m'a aidé à commencer à déballer mes sentiments, me montrant comment fixer des limites et me défendre. Pour la première fois, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas à me sentir coupable de vouloir être traité avec respect. Elle m'a encouragé à me concentrer sur ce qui me rendait heureux, à m'entourer de personnes qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.